Bonjour, bienvenue à tous dans cette grande matinée de démonstration de l'Université d'été d'Aï-Santé à Castres, Université d'été qui fête ses 10 ans cette année, et on a voulu me rappeler que l'Aï-Santé, la télésanté, c'est du concret dans les hôpitaux, dans les centres de soins, chez les médecins, et vous allez le voir dans des entreprises, chez des particuliers. Aujourd'hui, les solutions concrètes vont partout, et ce matin, on va avoir l'occasion d'en voir plusieurs d'entre elles live, en démo, réelle, avec des vrais malades, des accidents, des vrais docteurs. On va essayer de voir un petit peu comment les choses s'organisent avec de toutes nouvelles solutions en matière de télésanté, à commencer par une cabine que vous avez peut-être vue en rentrant dans cet amphithéâtre de l'école Isis à Castres-Mazamet. Une cabine, alors ça ressemble à un photomaton, vu de l'extérieur, honnêtement. C'est pas tout à fait un photomaton lorsque l'on rentre dedans. Vincent Hillenmeyer, vous êtes de la société H4D, Eric Laporte à vos côtés, société française près de Paris, qui a développé cette cabine. Expliquez-nous quel est le concept de cette cabine qu'on va voir en images. Alors, cette cabine, bonjour d'abord et bonjour à tous. On est très heureux de participer à cet événement et à cette matinée. Cette cabine, d'abord on l'appelle la consultation, c'est son nom. C'est avant tout un cabinet médical connecté. Donc c'est pas un photomaton. À vous de vous en parler un peu plus et de vous démontrer en fait une mise en situation, un usage de la cabine. Je vais vous dire quelques mots sur la société H4D, une société qui est spécialisée dans les solutions de télémédecine, qui a été fondée en 2008 par un médecin. Je crois que ça a son importance. Et un petit peu d'histoire sur le parcours de Franck. C'est Franck Bodino, donc son fondateur, qui avant de fonder la société a pratiqué dans différents environnements. Il a été médecin de campagne dans le Queyras, donc dans une zone avec des villages qui étaient assez isolés. Il a aussi participé à des missions sanitaires à l'étranger, en Inde, au Vietnam, au Canada, en Australie. Et à chaque fois, il y avait une constante qui commune à toutes ces situations, c'était des difficultés d'accès aux soins. On était au début des années 2000 et Franck commençait à voir tout le potentiel d'Internet et la façon dont ces technologies connectées allaient commencer à apporter des réponses à ces problématiques d'accès aux soins. Et ces réflexions l'ont conduit à fixer un certain nombre d'exigences. Parce que pour la première fois, en tant que praticien, il allait se retrouver dans une situation où il allait devoir poser un diagnostic sur la base de données que lui ou quelqu'un en qui il aurait totalement confiance n'aurait pas mesuré, n'aurait pas collecté pour lui. Et donc c'était une situation nouvelle et il a fixé un certain nombre d'exigences pour pouvoir pratiquer dans cette situation. Alors, c'était lesquelles très précisément, rapidement, ces exigences? D'abord une exigence de qualité. Donc il fallait que la mesure soit totalement fiable. Il fallait qu'en tant que praticien, le praticien puisse engager sa responsabilité professionnelle et être totalement confiant dans la qualité des mesures. C'est pour ça que toutes les solutions développées par HKD sont certifiées de classe 2. Donc un niveau de certification et d'exigence très important. Une deuxième, donc fiabilité, qualité de la mesure. Deuxième exigence, une exigence d'ergonomie, parce que travaillant à distance avec des objets et des patients, il fallait que ces patients puissent manipuler les objets de la meilleure façon et que l'ergonomie participe à cette utilisation, cet usage des instruments. Donc une cabine commençait à voir le jour dans les réflexions de Franck. La cabine répondait aussi à une autre exigence, une troisième exigence, une exigence de confidentialité. La relation entre le patient et le médecin est une relation particulière, confidentielle. Il faut respecter le colloque singulier entre le patient et le médecin. La cabine, cet espace clos, va garantir cette confidentialité. Et la dernière exigence, elle tient plutôt d'un rôle social, d'une dimension sociale. Finalement, apporter du soin dans des zones où il n'y a plus de ressources médicales, sanitaires, c'est un rôle social, et donc une cabine représente un lieu de santé. Mais passons peut-être plus rapidement tout de suite à une mise en situation pratique. Alors on va voir, on a un malade potentiel en face de nous, Raphaël Barnier d'H4D aussi. Il n'a plus qu'à se rendre à la cabine, si j'ai bien compris. Absolument. Alors on va le suivre jusqu'à la cabine. Et Eric va faire le médecin. Et on a un médecin qui est prêt à le sculpter à distance. On va voir ce que ça donne. Donc il arrive, voyez, voilà, à la cabine. Ouais, ça ressemble vraiment à un photomaton. C'est joli, c'est élégamment designé. On rentre, il rentre dedans et là, il va pouvoir s'allonger sur le fauteuil et on va le retrouver, miracle de la technique, par la caméra interne de la cabine. Donc ça, c'est ce que va voir le médecin. Voilà.
Là, Exactement. vous avez l'écran du médecin face à vos yeux. Voilà, donc ce qui est en train de se passer avant que la téléconsultation commence, il y a une notion de parcours qui est toujours très importante, de parcours de soins. Le patient est accueilli, cette cabine n'est pas en libre service, par un médiateur, c'est la terminologie qu'on utilise, qui va lui expliquer son fonctionnement de manière à ce qu'il puisse l'utiliser tout à fait en autonomie. Alors on le voit bien, hein, on le voit de l'extérieur si on peut remettre l'image. Donc il y a un fauteuil, enfin je dirais comme un fauteuil chez un médecin qui est agréable, sur lequel il peut s'allonger. On n'est pas du tout enfermé, c'est quand même aéré, c'est extrêmement bien designé. Tout à fait, je vous remercie. Mais c'est vrai que ça faisait partie des prérequis, comme l'a dit Vincent. Le patient va se voir afficher une série d'écrans de consentement qui correspondent à la réglementation de la télémédecine en France. Il doit donc accepter le fait d'être en téléconsultation avec un médecin et accepter que ses données de santé soient numérisées et stockées sur une plateforme agréée. Ensuite, on va lui demander de s'identifier avec sa carte vitale qui permet une reconnaissance du patient. De la même manière que depuis mon logiciel que vous allez voir à l'écran durant cette démo, je suis authentifié par ma carte professionnelle de santé en tant que médecin. Même si moi je ne suis pas médecin, mais pour les besoins de la démo, le médecin est toujours reconnu et authentifié via ses CPS. Donc là, on peut peut-être Petit passer détail, sur Eric Laporte, puisqu'on était sur l'image de la cabine, donc on voit le patient, il est allongé, et en face de lui, hein, c'est extrêmement bien fait, il a un écran, donc lui il vous voit également, il va Absolument. voir votre tête, Son il a une bascule caméra sur qui le filme. On va peut-être basculer Voilà. sur l'ordinateur, si vous le voulez bien, ce sera plus parlant. Voilà, donc si vous voyez le curseur de ma souris, moi je vois le nom de mon patient qui s'affiche, avec qui j'ai rendez-vous, puisque généralement les consultations sont programmées. Je peux me connecter, et donc ce que le patient va voir dans la cabine, c'est cette petite fenêtre avec ma vidéo. On a mis dans le logiciel un retour d'image, parce que le fait que le médecin puisse se voir est très important dans la pratique de la téléconsultation, puisqu'il va vraiment utiliser la visioconférence, non seulement pour dialoguer avec son patient, mais aussi pour le guider dans l'utilisation de tous les examens et appareils. S'il vous plaît, le taxi de Monsieur Meunier. Donc là, je me connecte, et voici mon patient face à moi, Monsieur Jean Dupont, en l'occurrence, comme vous le voyez via sa carte vitale. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je n'ai pas le son. Ah, il n'a pas de son, alors on va lui mettre... Voilà, c'est avec ce casque pour lui parler. Casque de, C'est du une vrai bonne idée. médecin. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Parfait. J'avais un autre casque, donc j'ai oublié que Bien, il fallait que multiplie j'en le mette micro, deux. comme ça on aura la stéréo. Bonjour monsieur. Je vous suis entends. câblé. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène, monsieur? Alors, je me suis senti très fiévreux hier soir avant de me coucher. J'ai pas pris ma température, mais ce matin en me réveillant, j'étais extrêmement fatigué et toujours assez fiévreux. Très bien. Alors, au préalable, deux éléments. Bon, le premier, c'est qu'on ne respecte pas tout à fait le contexte du colloque singulier patient-médecin, évidemment, puisqu'on a une consultation devant 100 personnes. Donc, je vais vous demander, même si c'est pour les besoins de l'ANEMO, si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que vos données de santé soient accessibles à tous les participants à cette session. J'accepte. Très bien. Alors, donc l'idée, c'est que, comme dans une consultation en cabinet, le médecin va faire tout l'interrogatoire, l'anamnèse du patient sur ses symptômes, sur son historique. Et en fonction de ses réponses, il va pouvoir réaliser toute une série d'examens et de prises de constante, puisque cette fameuse cabine est équipée de toute une série d'instruments. Si on retourne sur l'écran logiciel, je vais vous en montrer quelques-uns. Si on a le retour sur le... Voilà, donc... Vous avez un oxymètre, vous avez un thermomètre, un tensiomètre, de l'autre côté une caméra dermato, une caméra ORL, un stéthoscope, il y a également un électrocardiogramme, une toise, une balance. Et en tant que médecin, je peux avoir accès à l'historique et à mon dossier patient, c'est-à-dire que toutes les prises de mesure, examens qui ont été réalisés dans une cabine quelle qu'elle soit, avec ce même patient, sont accessibles aux médecins avec des photos, avec des résultats d'examen. Donc on va faire quelques prises des constantes et d'examen à titre de démonstration. Je vous propose, monsieur, de prendre la petite pince grise qui se trouve sur votre gauche. Voilà, celle-ci. Et vous allez la mettre à votre index comme ceci. Ça ne fait pas mal, vous la glissez juste, vous mettez le fil au-dessus, voilà, c'est parfait. Et vous pouvez reposer votre main. Donc c'est le médecin qui reste le chef d'orchestre de toute la téléconsultation. Sur mon logiciel, j'ai toute une série d'icônes qui me permettent de déclencher chaque examen. C'est moi qui décide quels examens je souhaite réaliser auprès de mon patient, quand je souhaite les déclencher.
Donc là, mon patient a installé un saturomètre et je vais pouvoir déclencher la prise de mesure. Donc pendant cette prise de mesure, vous allez entendre une petite musique qui va être diffusée dans la cabine. Donc restez bien tranquillement installé et je reviens vers vous dès que j'ai les résultats de cette prise de constante. Vous lui mettez du Mozart pour le détendre un peu dans la cabine? Alors c'est pas du Mozart, mais c'est une musique quand même assez apaisante. Et ce qu'on a pu constater, en tout cas, c'est qu'il y avait... il n'y avait pas d'effet blouse blanche, beaucoup moins qu'en cabinet. Même si évidemment la cabine ne remplace pas la consultation en cabinet, mais c'est une substitution quand elle est difficile ou compliquée. Et on est dans le zen là. Hein. On est dans le zen. Donc là j'ai les résultats qui s'affichent. Je vous remercie, vous pouvez remettre le capteur à son emplacement. Et toutes ces données sont remontées sur une plateforme qui est une plateforme agréée, données personnelles de santé. Donc moi, je peux y accéder pendant ma téléconsultation. Le médecin téléconsultant pourra y accéder dans une téléconsultation suivante. Et ces données appartiennent avant tout au patient. Il va pouvoir y accéder lui-même avec des codes dédiés sur un site internet, les partager avec un professionnel de santé, par exemple avec un médecin traitant. Alors là, vous lui faites quoi là? Alors, comme examen. Je vais vous prendre votre tension artérielle. Donc vous avez un brassard derrière votre bras gauche qu'il faut ne pas arracher. Vous allez juste l'ouvrir, s'il vous plaît. Il y a un scratch, vous allez voir, c'est très simple. Il y a le bruitage avec. Donc voilà, glissez votre avant-bras. Vous allez le refermer. C'est inutile de serrer. C'est moi qui vais le gonfler à distance. Donc là, ça va dérouler exactement de la même manière qu'une prise de tension chez votre médecin. Le tensiomètre va se gonfler un peu, puis se dégonfler. Là encore, vous allez entendre une petite musique. Et donc, vous voyez, le tensiomètre, je le déclenche depuis l'icône de mon logiciel. Donc, on va démarrer la prise de tension. C'est une cabine qui nécessite un entretien technique régulier, le passage d'une maintenance, d'un technicien. Alors, il y a deux types d'entretien. Il y a tout ce qui est protocole d'hygiène et désinfection, qui est assuré par le fameux médiateur, qui, après chaque passage, a été formé par H4D pour désinfecter la cabine, changer les éléments jetables, les draps, les tétières. C'est un gros objet connecté, même si c'est un dispositif médical, donc il est supervisé à distance. Donc on est en mesure, en temps réel, de savoir si tous les capteurs fonctionnent correctement. Et les seules interventions sur site qui peuvent s'avérer nécessaires sont en cas de bris de matériel, d'un fil arraché, auquel cas... Donc là, il n'y a pas de bouteille de gaz à rajouter pour prendre attention, des choses comme ça? Non, en termes de prérequis, c'est une cabine qui fonctionne avec une prise électrique et une prise Internet, c'est tout. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a une bonne tension, monsieur? Alors un peu Ou est-ce qu'il est tendu de passer devant tout le monde et devant les caméras? Il est un peu tendu, je ne ferai pas de commentaire médical, mais sa tension s'affiche. Vous pouvez ouvrir votre brassard. En général, on n'a pas d'effet blouse blanche quand on est en colloque singulier, mais avec 100 personnes, il peut y avoir singulier là, le colloque. Hein. Il peut y avoir des biais de mesure, hein, comme vous le voyez. Maintenant, on lui fait quoi? Alors on va pouvoir le triturer là. Le triture, il n'y a pas de test invasif, hein, attention. Je vous propose d'utiliser le petit cylindre noir sur votre droite qui est une caméra dermatologique avec un cercle lumineux. Voilà. Si vous avez un grain de beauté par exemple sur votre peau, donc moi ce que je vais faire, je vais déclencher la caméra, ce qui va vous permettre d'avoir vous-même un retour image sur l'écran de la cabine pour ajuster la mise au point si ça s'avère nécessaire. Donc je déclenche la caméra. Et vous allez, aussi bien vous-même que les spectateurs, voir le retour. Donc voilà, donc il est en mesure, guidé par son médecin, d'examiner une zone par exemple de la peau. De la même manière, on a une caméra, un otoscope qui permet d'examiner les tympans ou la gorge du patient. Là, je peux prendre, voilà, faites la mise, c'est très bien, ne bougez pas s'il vous plaît. Là, je peux prendre une photo qui sera enregistrée dans le dossier patient. Et si je ne suis qu'un médecin généraliste, je pourrais l'envoyer en téléexpertise à un dermatologue, par exemple. Autre petite question technique, l'envoi, il y a une très bonne qualité d'image, oui, c'est une caméra HD, c'est très bon. Ça nécessite de très bonnes connexions Internet, ça nécessite de la fibre Non, ça nécessite, il y a une optimisation de la bande passante, il faut 1,5 méga en téléconsultation pour avoir une qualité d'image optimale. Les données de santé en elles-mêmes, en dehors des photos HD, ne pèsent pas beaucoup, mais c'est la visioconférence. Il vaut mieux une qualité HD parce que pour qu'un médecin examine son patient, il faut quand même que la qualité d'image soit suffisante parce que c'est un élément important de son diagnostic. Donc vous avez eu un aperçu de certains examens, donc il y a aussi un électrocardiogramme. Dans cette cabine de démo, on n'a pas intégré, on a aussi un tiroir, il y a une caméra rétino pour faire des photos de fond d'œil.
Il y a un audiomètre pour faire un test d'audiométrie complet des 2 oreilles et une batterie de tests visuels, acuité visuelle, planche chromatique, grille d'Amsler, qui sont un peu la batterie de tests qu'on retrouve dans des consultations, par exemple en visite d'aptitude de médecine du travail. Et des données de base comme, je ne sais pas, poids, Alors il y a une fièvre, balance, il y a un thermomètre qui est le cylindre donc, qui est à gauche. Quand on se lève, on peut faire aussi des examens, se mettre sur la balance. Exactement. Alors la mesure de la taille et du poids se font simultanément. Il faut que le patient se mette debout. Est-ce qu'il peut nous le montrer juste pour voir? On dévoilera pas le poids. On ne dévoilera pas le poids, mais juste, est-ce que vous pouvez vous mettre dans la position, dans les 2 marques de pied? On va peut-être montrer, nous, avec la caméra extérieure, on en profite pour montrer qu'il y a des capteurs également au sol, justement. Il y a cette balance au sol. La balance, elle est au sol. Qui permet de mesurer taille et poids. Et il y a une toise qui est au plafond. Et donc, quand le patient reste debout, immobile, on prend simultanément, en quelques secondes, sa taille et son poids avec un calcul de l'IMC. D'accord. Là, il va pouvoir donc se rasseoir. Merci, Raphaël. Stéthoscope aussi, peut-être, est-ce que vous pouvez prendre le stéthoscope? Donc on n'a pas pu avoir le retour son, donc on ne pourra pas vous faire écouter les battements du cœur. Mais qu'on voit comment ça marche, intéressant. Donc là, c'est moi qui vais le guider parce que le patient, évidemment, ne sait pas. Donc vous allez placer près de votre téton gauche, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Et donc moi, je vais déclencher. Ah mais moi je vais faire la même chose la prochaine fois que je vais chez mon généraliste, je lui pique son stéthoscope, ses machins. Et il y a une qualité d'écoute qui est vraiment... il faudra me croire sur parole puisqu'on ne peut pas vous donner le retour son. Mais les médecins, parce qu'on travaille évidemment de manière permanente avec les médecins, à la fois pour tout ce qui est validation, merci Raphaël, mais aussi ce qui est très important, c'est une nouvelle pratique. Et donc il y a vraiment une question de nouvelles manières pour un médecin de consulter son patient. En utilisant la visioconférence, il y a une manière de protocolisation qui est faite par nos équipes médicales avec les médecins qui sont appelés à utiliser ce dispositif. Parce que l'utilisation de la visioconférence, on peut aller très loin. On est même en train de mettre en place des protocoles d'autopalpation pour la détection de certains symptômes ou certaines maladies. Je ne vais pas vous le faire parce que je ne suis pas médecin, je serais un peu ridicule. Mais on apprend aux patients, on apprend aux médecins à apprendre aux patients à placer ses mains sur l'abdomen pour exprimer quelle est la douleur ressentie, à presser ses mains contre ses tempes pour détecter par exemple une sinusite. Donc ça va très très loin. Et à titre d'exemple, on a mené une étude, on est parti d'une étude assez exhaustive qui recense sur plusieurs millions de consultations en France les principaux motifs de recours à un médecin généraliste en cabinet. Donc il y en a de mémoire 272. On a demandé à un panel de médecins de se prononcer sur le degré de prise en charge médicale qu'ils pouvaient avoir auprès de leurs patients selon le type de dispositif. Donc on leur a demandé de se prononcer quand j'ai juste mon patient au téléphone, quand je suis juste en visioconférence avec lui, quand je suis en consultation en cabinet et quand je consulte mon patient via cette cabine. Et les résultats sont que 90% des motifs de recours à un médecin généraliste peuvent être pris en charge par un médecin dans cette cabine. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on regarde l'étendue des capteurs et instruments qui équipent cette cabine, ils correspondent, voire même sont parfois supérieurs à ce qu'on trouve chez un cabinet de médecins généralistes. Alors, ce qu'on ne peut pas faire, c'est la vaccination, par exemple. Vous voyez, ça fait partie des 10%, parce que ça, évidemment, on n'a pas de test invasif dans la cabine. Quels sont les retours, on va dire, positifs, aussi négatifs, des médecins qui utilisent, qu'elle est déjà bien utilisée, cette cabine? Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une certaine frustration de leur part de ne pas pouvoir toucher physiquement la personne et surtout de ne pas être dans un contact direct qui fait qu'on peut voir aussi si la personne elle est soucieuse, elle est fatiguée, tous ces éléments également dans la relation, dans la psychologie de l'individu qui influent sur sa santé? Alors je vais vous faire deux réponses. La première réponse en termes d'outils pour une pratique médicale, on a des retours quasi unanimes de tous les médecins. Au départ, on peut avoir certaines réticences parce que c'est vrai que c'est un dispositif très innovant. Et notre méthodologie consiste vraiment à mettre ce logiciel dans les mains d'un médecin, de lui faire une téléconsultation et qu'il comprenne quel type de pratique. Donc les médecins sont quasi unanimes, voire unanimes, pour dire que cet outil permet d'aller très loin dans l'examen d'un patient. Maintenant, il est évident que rien ne remplace la consultation en présentiel. La vocation de la cabine n'est pas de remplacer la consultation en cabinet et les médecins qui nous opposent
le fait que je préfère voir mon patient et le palper, on va lui répondre mais vous avez bien raison. Sauf que qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas possible? Et c'est là tout l'intérêt du dispositif. Éric Laporte, est-ce qu'à l'inverse, on n'a pas, au contraire, des effets qui peuvent être aussi différents de ceux d'un cabinet? Il y a un côté, même dans son design, il y a un côté très confessionnal, très cocon d'ailleurs, à cette cabine. Est-ce que, je ne sais pas, il n'y a pas des malades qui sont tentés peut-être de s'y livrer différemment que face à face à un médecin? C'est un très bon point. Ça, on fait de manière systématique des questionnaires pour avoir des retours utilisateurs. Donc, en termes d'ergonomie d'utilisation, effectivement, on a des scores de partis communistes chinois où les patients sont assez unanimes pour dire que c'était une expérience très satisfaisante, qu'ils sont tous prêts à 98% à y retourner. Les seuls qui ne peuvent pas l'utiliser de manière autonome peuvent être assistés par le médiateur pour des personnes âgées par exemple qui sont pas suffisamment autonomes. La cabine est suffisamment grande pour que le médiateur, qui est agréé et qui est tenu par le secret médical, puisse assister le patient à utiliser les instruments. Et c'est vrai qu'il y a aussi, auprès de certains patients, mais on ne peut pas le mesurer de manière nominative et approfondie, pour qui c'est une nouvelle manière de consulter un médecin. Mais encore une fois, le credo d'HKD, c'est pas de dire c'est mieux de consulter via cette cabine qu'en cabinet. Hein. C'est plutôt quelles sont les alternatives quand on ne peut pas consulter un médecin dans son cabinet. Alors 2 ou 3 questions assez rapides, parce qu'ensuite on va passer la parole à la salle qui doit avoir aussi pas mal de questions à vous poser. Je vois qu'il y a des tickets médecins qui sortent, il y a des éléments imprimés, papier qui restent derrière. Je peux peut-être les montrer, voilà, à la caméra. Oui, alors je ne suis pas allé au bout de la téléconsultation. Allez-y, finissez votre téléconsultation. En fait, ce que je peux faire, je vais rédiger un compte-rendu de visite qui sera archivé dans le dossier patient et je peux même imprimer une ordonnance. Pourquoi ? Parce que ce dispositif est complètement sécurisé et que l'ordonnance elle est pré-remplie avec les données du médecin qui sont données par sa CPS, les données du patient qui sont données par sa carte vitale, la date qui est donnée par le logiciel, la prescription du médecin que je vais rédiger depuis mon logiciel et elle sera imprimée directement dans la cabine si je le souhaite. Alors ça aussi c'est très important ce que vous venez de dire et on peut le préciser, on n'est pas dans l'expérimental, on est dans quelque chose qui fonctionne, qui est mis en place et qui en France est reconnu et donc remboursé par la sécurité sociale comme une consultation médicale. Tout à fait. Alors la télémédecine a été réglementée depuis un certain nombre d'années en France. Et le périmètre de remboursement des actes est de plus en plus étendu et effectivement il y a une volonté affichée des autorités de santé publique, aussi bien le ministère de la Santé que relayée par les ARS, de soutenir cette activité et la consultation entre en plein dans tout ce qui est réglementation et remboursement. Donc là quand je termine ma consultation, comme vous l'avez indiqué, je vais avoir mon compte-rendu de visite, je peux le sauvegarder dans le dossier patient. Et ensuite, je me déconnecte et le patient va avoir des tickets imprimés, donc il pourra avoir l'ordonnance et il aura des tickets qui lui permettent d'avoir accès à ses données personnelles de santé. Donc la première fois qu'il rentre dans une cabine, le logiciel lui attribue un code d'accès et ensuite, quand il revient via sa carte vitale, il va être reconnu et donc il pourra retrouver toutes ces données sur un site internet sécurisé qui s'appelle Je me surveille et qui pourra partager avec un médecin. Alors question très pratico-pratique, aujourd'hui vous avez plusieurs médecins libéraux qui assurent, qui ont des cabinets bien sûr en ville, mais qui assurent également des consultations sur un emploi du temps prédéfini via cette cabine. Est-ce que les outils informatiques, logiciels, etc. que vous utilisez sont compatibles avec les outils utilisés par un médecin libéral? Est-ce que si moi je suis médecin, je fais cette téléconsultation, je vais pouvoir sauver ce dossier patient dans mon ordinateur qui est sur mon bureau sans avoir de problème de compatibilité? Oui, le logiciel, le seul prérequis, comme pour beaucoup de LGC, c'est Windows en fait. Donc tout ordinateur Windows qui est moins de 10 ans, on va dire, et qui ne soit pas en Windows 3. Et avec la pomme, ça ne marche pas? Avec la pomme, ça ne marche pas. Non. Pas encore? Non, pas encore en tout cas. Tout à fait. Autre question aussi assez précise, cette cabine, elle est développée où aujourd'hui? Vous l'avez envoyée au fond de la forêt tropicale, là où on n'a pas de généraliste forcément en permanence, ou au fond des montagnes un peu isolées? Mais elle est développée dans beaucoup d'endroits parce que, comme le disait Vincent en exergue des réflexions de Franck Bodino, les problématiques d'accès aux soins sont assez universelles. Et pour schématiser, on va dire que soit on est dans des zones vraiment sous-médicalisées
où l'accès médical est une vraie nécessité dans des déserts médicaux, par exemple, puisqu'on parle beaucoup des déserts médicaux, même si j'aime pas beaucoup cette terminologie. En France, il y a 2,5 millions de personnes qui vivent, selon les chiffres officiels, dans un désert médical. Donc concrètement, ça veut dire que cette cabine installée dans une zone sous-médicalisée permet d'accéder à un médecin, qu'il soit généraliste, spécialiste, intégré dans des parcours de soins. Encore une fois, on n'est pas dans une offre en libre service, mais on est dans la définition d'une nouvelle organisation qui doit être intégrée dans un maillage sanitaire. Ça peut être dans des entreprises. Voilà, exactement. Sans dévoiler ce qui va venir derrière, voilà. Elle est aussi impliquée aujourd'hui, enfin, elle est disponible dans certaines entreprises en France. Oui, parce que les difficultés d'accès aux soins, donc les déserts médicaux, c'est le plus évident. Mais aujourd'hui, un étudiant en Ile-de-France, plus de la moitié des étudiants franciliens ont leur médecin traitant qui habite en province. Et près de 35% d'entre eux ont dû renoncer aux soins pour des raisons à la fois économiques ou pratiques. Plus de 20% des cadres franciliens ont dû renoncer aux soins pour des raisons pratiques. Donc les problématiques... Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'aller se soigner chez un généraliste. Voilà, parce qu'aller voir un médecin traitant quand je suis salarié dans une zone d'activité en petite couronne parisienne ou dans d'autres villes françaises, ça implique de prendre une demi-journée de congé, que mon médecin traitant soit disponible dans la journée, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est un vrai service, là encore, pour faciliter l'accès aux soins. Eh bien, quelle cabine révolutionnaire!